Merci de nous être fidèles. Troisième et dernière partie de Politicia. Le plateau est toujours au complet avec nos invités Mamadou Touré, Cédric Koné et Youssouf Diaby. La nouvelle constitution ivoirienne a été promulguée ce 23 décembre. On s'attend donc à un petit séisme dans le paysage politique en 2017. Le président Alassane Ouattara devra jouer à l'équilibriste entre la vice-présidence, la primature, la présidence de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les enjeux sont de taille. On fait le point tout de suite dans ce sujet de la rédaction et on en parle juste après. C'est ce 23 décembre 2016 que la nouvelle constitution a été promulguée en Côte d'Ivoire. Les observateurs attendent de voir le genre d'exécutif qui découlera de ce nouveau texte. Va-t-on vers la formation d'un nouveau gouvernement ? Quelle pourrait être la composition? Avec la loi prévoyant le statut de l'opposition, le débat sur l'intérêt et la pertinence de faire entrer l'opposition au gouvernement est ouvert en Côte d'Ivoire. Ce qui est sûr, après les élections législatives du 18 décembre, le recul du camp présidentiel souligne l'effritement de la coalition au pouvoir. Battus, certains ministres en exercice voient aujourd'hui leur poste au gouvernement menacé. Il y a plusieurs membres du gouvernement qui sont élus également députés. Et il faudra clarifier leur situation à travers certainement l'installation du nouveau Parlement, la mise en place du nouveau Parlement. À l'issue de cette mise en place, lorsque ces ministres vont être appelés pour siéger dans un gouvernement, ils mettront en place le mécanisme de la suppléance. Et tout ça implique la mise en place d'un nouveau gouvernement avec la désignation d'un nouveau Premier ministre, la désignation d'un vice-président. L'adoption et la promulgation de la nouvelle constitution ivoirienne entraînent avec elle l'entrée du pays sous une troisième république. Si des avancées comme le retrait du concept d'ivoirité, la réduction de l'âge pour se porter candidat à la présidentielle peuvent être saluées, certains analystes estiment que la nouvelle constitution fragmente l'exécutif, notamment l'ordre de préséance des hautes personnalités de l'État. De quel genre d'exécutif hérite la Côte d'Ivoire avec le nouveau texte constitutionnel? La première nouveauté qui frappe est l'introduction du poste de vice-président. La priorité constitutionnelle, c'est d'abord la désignation du vice-président. Ensuite, au niveau institutionnel, on met en place le Premier ministre, on met en place le nouveau gouvernement. Ensuite, il faudra mettre en place le Sénat, voter une loi organique, mettre en place le Sénat à travers aussi la détermination du collège électoral, les populations qui sont concernées par le vote et les modes de scrutin. Il faudra voter une loi pour cela, mettre à jour aussi le code électoral, parce que le code électoral actuel ne prévoit pas l'élection des sénateurs. Il faut le mettre à jour. Le débat actuel en Côte d'Ivoire porte sur la situation des conseils régionaux et municipaux dont le mandat finit en mars 2018. Élus pour 5 ans, certains représentants souhaitent que leur mandat soit prorogé jusqu'en 2020 pour coïncider avec la présidentielle, les législatives et les sénatoriales. D'autres par contre préfèrent maintenir cette élection comme un scrutin intermédiaire. Monsieur Koné, à quoi va ressembler le paysage politique ivoirien en 2017? Quelle est l'architecture institutionnelle qui se dessine? Alors, avant même d'aborder l'architecture institutionnelle qui va être mise en place par cette constitution-là que nous avons combattue, il faudrait remarquer que nous n'étions pas pour l'adoption de cette constitution-là pour diverses raisons. Et c'est la raison pour laquelle vous avez de nombreuses associations telles que le COESI et le FER, Front Estudiantin du Refus, qui nous ont rejoints dans ce combat-là. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui sortait de beaucoup d'années de meurtrissures, pour changer la constitution, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait une assemblée constituante, il ne fallait pas un comité d'experts. Voilà. Et là, quand on en a parlé, certains experts se sont gargarisés de leur posture pour parler de quelle scène, pour faire des comparaisons qui ne tenaient pas la route. Alors, on a un attelage qui est très mal ficelé à ce jour-là. Vous avez l'institution du Premier ministre, vous avez le vice-président qui est introduit à la manière du ticket américain. Je m'étonne même qu'il n'y ait pas de procédure d'empêchement puisqu'on introduit le ticket américain. Vous avez également le président de l'Assemblée nationale, vous avez également le président du Sénat. Et l'autre problème que cette introduction, ce bicamérisme va créer, puisqu'on va nommer un tiers des sénateurs, on ne connaît pas la base sur laquelle un tiers de sénateurs-là va être nommé. Et pourquoi est-ce qu'ils vont être nommés? Au Canada,
qui est l'exemple type de la nomination des sénateurs, c'est la représentation de la couronne qui nomme des sénateurs pour faire un développement vertical. Donc, quels sont les postulats qui ont guidé le maître d'œuvre de cette constitution-là quand il se met à fabriquer la constitution? Il fallait appeler toutes les composantes de la société ivoirienne, point pays comme la Côte d'Ivoire qui a vécu 10 ans de crise, qui a souffert le martyre, pour qu'on puisse s'asseoir et mettre en place une constitution qui aurait l'adhésion de tous. Voilà. Écoutez, on ne va pas refaire le débat d'avant un référendum. Le référendum a eu lieu. 83% des Ivoiriens ayant participé à ces élections ont voté en faveur de cette constitution. Et j'ai compris que votre question, c'est de savoir comment les différentes institutions issues donc, de ce vote référendaire contenu dans la Constitution vont se mettre en place. M. Cédric dit par exemple qu'il ne sait pas comment se fera le choix d'un tiers des sénateurs ou des sénateurs. Je comprends que vous n'ayez pas voté pour cette Constitution, mais si vous preniez la peine de lire la Constitution, notamment... C'est ce qui est clair. Bon, d'accord, vous n'avez pas lu, parce que la Constitution dit que les sénateurs seront les représentants des collectivités territoriales. C'est ce qui est juste. Et qu'il y aura donc des experts, des personnalités compétentes et experts dans certains domaines bien précis, politiques, culturels, qui seront donc élus ou nommés. Un tiers de ces sénateurs seront quand même nommés par le président Ouattara. Ce principe, finalement, il n'est pas très démocratique. Ah, mais si. Ah, non, non, non. Le principe de la nomination n'est pas antidémocratique. On a donné des exemples qui surabondent. Au Canada, vous avez des sénateurs nommés. En Grande-Bretagne, vous avez des sénateurs nommés. Quand vous prenez en Afrique... Sur quelle base, alors, on va se faire le choix, la désignation? Donc, déjà, je veux qu'on éclaircisse un point. Le fait de nommer n'est pas antidémocratique. Donc, je donne des exemples de pays très démocratiques où nous avons des sénateurs qui sont nommés. Maintenant, sur la base, la Constitution a donné des pistes. Il y aura forcément une loi organique qui va donner le contenu exact, mais le tiers qui sera nommé le sera en fonction donc, de l'expertise, de la compétence de ces personnes. Le président de la République a pris le soin de signifier pendant la campagne référendaire que parmi ces tiers nommés, il y aura l'opposition. Ça nous garantit au moins la participation de l'opposition au débat législatif, puisque si on devait s'en tenir à la posture de certains opposants, on n'aurait pas d'opposition qui participerait donc à la vie législative. Monsieur Diaby, allez-y. Je pense que la Troisième République, c'est un recul de la démocratie en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Et parce que dans cette constitution, d'abord au point de vue, quand M. Touré nous dit ici que le souci du président Ouattara, c'est l'Ivoirien, c'est la vie de l'Ivoirien, sa santé, l'éducation, mais cette constitution est d'abord budgétivore. Ça, c'est un grand problème. Elle va coûter, il y a Cissé Bakongo qui a dit ici, qui a dit sur ce plateau ici, qu'ils ont pris de l'argent dans le budget du ministère de l'Éducation, du ministère de la Sécurité. C'est-à-dire que je ne comprends pas un monsieur qui a été ministre de l'Éducation qui dit que non, on a pris dans l'argent du budget de l'Éducation pour pouvoir nourrir des sénateurs, pour pouvoir nourrir des personnes qui seront nommées pour les collectivités. Mais il a dit ça ici. Non, il n'a jamais dit ça. Monsieur, tu ne peux pas être l'avocat du diable. Il n'a jamais dit c'est pas possible. Il n'a pas dit ça. On ne peut pas avoir pris. Il a dit ça ici. On ne peut pas avoir pris en face du professeur Baloubi. Donc, à partir de cet instant, moi, je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème chez Ouattara et ses camarades qui veulent à tout prix faire du fantasme politique. Ça, c'est un. Et de deux, quand je regarde cette constitution qui est un recul à plusieurs articles, quand dans cet article, on dit que le vice-président actuellement sera nommé, non, le vice-président ne doit pas être nommé. Je ne suis pas d'accord avec cela. Donc, quand on nous dit encore qu'il faut avoir la santé du mandat du président de la République n'est plus un problème, parce que le président de la République actuel a un problème de santé. Quand on dit la moralité du président de la République n'est plus un problème, parce que le président de la République a une question de moralité actuellement, mais ce sont ses problèmes. Donc, je crois que l'article... Il peut me laisser parler parce qu'il m'a dit on va le laisser terminer, ensuite ce sera... On me laisse aller jusqu'à mes bouts. Donc, je dis que c'est un grand recul de la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce que moi, je ne parle même pas comment ça a été mis. Parce que le comment, on dira oui, les experts, il faut des experts. Oui, il faut aussi une constituante. Pour moi, la constituante, c'était la meilleure des voies, c'était une solution la meilleure. Parce que, au moins, nous venons d'une crise très, très grave.
et ça allait peut-être nous arranger. Mais on a plusieurs articles dans cette constitution qui sont du recul de la démocratie en Côte d'Ivoire. Des articles qui permettent au président de la République de Côte d'Ivoire qu'il veut être candidat, qu'on ne voit pas la question de sa santé, qu'on ne voit pas la question de sa moralité, encore qu'on nomme le vice-président. Non, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Il fallait qu'on nous parle, il fallait qu'on discute de cela. Et ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, cette Troisième République va s'imposer, mais qu'ils sachent que la vie de cette Troisième République, c'est le nombre. Lorsque l'opposition significative va participer à la gestion de la vie, nous allons poser la question aux Ivoiriens. Il faut retourner à la Deuxième République. Et c'est la meilleure. Monsieur Touré. Écoutez, pour une question de clarté du débat, d'abord, je souhaite que Diaby soit moins injurieux, dise des choses qui n'ont pas de sens. Hein. Pour une question de clarté du débat, il faut qu'on s'accorde sur ce qu'on appelle les reculs démocratiques. Moi, je ne suis pas intéressé à faire un débat sur l'opportunité. Les Ivoiriens ont tranché. Le débat n'est plus de l'opportunité d'avoir utilisé telle voie ou telle autre voie pour aboutir à la Constitution. Je reviens à votre question, c'est de dire comment on met en œuvre toutes ces institutions. On ne peut pas parler de recul, Diaby, lorsque la Constitution donne un statut à l'opposition. C'est qu'il y a une première en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons une opposition qui a un statut constitutionnel. On ne peut pas permis à ton parti d'avoir près de 1 milliard chaque année de RDR. Donc le statut de l'opposition est déjà reconnu. Le statut, ce n'est pas l'argent. Voilà. Le statut, ça permet de vous dire ça. Laurent Gbagbo avait reconnu l'opposition ivoirienne. Donc là, on ne peut pas parler de ça. Monsieur Diaby, on va laisser Monsieur Touré terminer. Non, le statut, il ne sait pas. Le statut, c'est pas seulement l'argent. Le statut, c'est un ensemble de mesures qui sont prises, qui garantit à l'opposition sa participation. Attendez. C'est un ensemble que le président Laurent Gbagbo avait reconnu tout cela. Merci de me rejoindre. La société civile ivoirienne, aujourd'hui, a un droit constitutionnel. Elle peut saisir même le Conseil constitutionnel sur un certain nombre de questions. Aujourd'hui, au niveau de la gouvernance, il parlait tout à l'heure d'impeachment, comme aux États-Unis, et ainsi de suite. Nous avons la Haute Cour de justice qui se mettra effectivement en place. Et à partir donc de la mise en place de la Haute Cour de justice, le président de la République, le vice-président, les ministres pourront être jugés pour des faits relevant donc de leur gouvernance et qui sont en contradiction donc avec la loi. Dans la caisse à résonance actuelle du Parlement, vous voyez des députés et des sénateurs traduits à la salle Ouattara devant la Haute Cour de justice. Si vous ne voulez pas... Non, mais soyons un peu sérieux. Je ne suis pas d'accord que vous dites que l'Assemblée nationale mais si vous ne voulez pas que l'Assemblée nationale soit une caisse de résonance, encore faut-il que vous participiez. Mais il faut créer les bonnes conditions pour qu'on y participe. Monsieur Koné, on le laisse terminer, puis la parole sera à vous. Cette Constitution est une avancée. Le souci du chef de l'État était donc de garantir la paix et la stabilité pour notre pays pour le long terme et éloigner de la Côte d'Ivoire toutes ces incertitudes liées au changement constitutionnel, aux élections organisées, à des délais non connus, à la transition entre différents pouvoirs. Et je pense qu'il a réussi et les Ivoiriens lui ont fait confiance, on lui a donné un mandat et très clairement, les institutions vont se mettre en place pour le bonheur donc des Ivoiriens. Monsieur Koné. Oui, mais écoutez, il y a de véritables problèmes que le gouvernement en place aurait pu régler, aurait pu s'atteler à régler. J'ai eu à étudier le budget actuel qui comporte de nombreuses failles. Vous avez 6 000 milliards qui s'équilibrent en dette et en ressources. Vous n'avez pas de capacité d'autofinancement. Il y a également le problème... Ben oui, il n'y a pas de capacité d'autofinancement. Oui, la capacité d'autofinancement. Oui. Un gouvernement responsable doit dégager des excédents pour pouvoir réinvestir dans les infrastructures pour le bonheur des populations. Mais qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Oui. Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? J'ai pris le rapport. Vous avez lu ça où? J'ai pris le rapport de présentation du budget pour 2017. Non. Qui vous dit? Vous énoncez des choses. Un gouvernement responsable doit dégager des excédents pour investir dans les infrastructures. Même les collectivités territoriales savent qu'il faut un autofinancement. Nous avons près de 1 700 milliards de francs CFA qui représentent la totalité du budget de Laurent Gbagbo en 2000, consacré aujourd'hui à des dépenses pro-pauvres. Toutes ces écoles, infrastructures, l'eau potable,
équitable, ces centres de santé. Vous savez que c'est pas de 1700 milliards de francs CFA parce que quand qui sont consacrés, quand nous étions aux affaires, vous faites la comparaison, c'est bien, quand nous étions aux affaires, l'encours de la dette intérieure de l'État de Côte d'Ivoire était estimé à 41,61 milliards. Actuellement, la dette intérieure de l'État de Côte d'Ivoire, c'est 865 milliards. Et encore, vous n'arrivez pas à payer correctement les fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire. Et le problème a conduit une jeune demoiselle à s'immoler devant la présidence. Mais monsieur connaît la Côte d'Ivoire a tout de même connu. Non, je vais rectifier. Il faut que je rectifie. Parce que c'est mon jeune frère. Il apprend et c'est bon qu'il apprenne. Les encours de la dette. Non, mais nous ne sommes pas un amphithéâtre ici pour être de 41 milliards. Mais si, c'est ce qui était. Prenez les chiffres de 2001 à 2009. Monsieur Connaît, s'il vous plaît. Messieurs, on ne s'entend plus. Les encours de la dette ne peuvent pas être de 41 milliards. Parce que vous savez que nous étions dans un processus initiative PPTE où la dette ivoirienne était estimée à plus de 6 000 milliards. 41 milliards, peut-être vous ne savez pas ce que ça représente par rapport à 6 000 milliards, mais je vous dis que les encours de la dette ne peuvent pas être de 41 milliards. Je parle de la dette intérieure. Et le point d'achèvement PPTE, on l'a eu ou on l'a pas eu? Pardonnez. Je rectifie donc les encours de la dette, ce n'est pas 41 milliards de francs CFA. Je dis la dette intérieure. Ensuite, parlant de budget, je vous renvoie à votre copie. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un budget, vous ne savez pas ce qu'on appelle les ressources. Acte de prévision et d'autorisation, je peux vous donner la définition si vous voulez. Je vous dis que nous avons un budget, lorsque le président Ouattara arrivait aux affaires, qui tournait autour de 2500, 3000 milliards, nous sommes passés aujourd'hui, avec la croissance que nous avons générée, à près de 6 000 milliards de budget. Mais ces 6 000 milliards de budget, c'est suffisamment de ressources qui sont investies. Il faut arrêter de faire la mystification avec la croissance. Merci, messieurs. Merci pour votre participation. On va, Monsieur Touré, s'il vous plaît. D'améliorer les conditions de vie. Il ne faut pas faire la mystification cosmétique. Merci à tous pour votre participation à ce débat. C'est à présent à la fin de cette émission. Monsieur Mamadou Touré, je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint du RDR et nouvellement élu député. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Youssouf Diaby, merci à vous également. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Charles Blé Goudet et Monsieur Cédric Koné. Merci à vous d'avoir été là. Je rappelle que vous êtes membre du FPI France. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.